tous. Ça marche ce petit micro là? Donc merci beaucoup à Crise et Critique pour cette invitation, pour cette occasion de vous présenter ce travail. Merci à vous toutes et tous d'être présents malgré le retour du soleil dont on aurait peut-être envie d'aller profiter dehors. Donc merci d'être là. Alors évidemment, en commençant cette présentation, je pense à un séminaire déjà lointain où j'avais présenté les premiers jalons de cette réflexion. C'était il y a je ne sais pas combien d'années, on ne va pas calculer trop précisément. Et puis voilà, petit à petit, cette présentation est devenue un petit article, puis un article de plus en plus gros, et tellement gros que, et voilà, grâce à Crise et Critique, et notamment à Clément, il y a toute l'équipe qui s'en est occupée, est devenu donc ce petit livre. Donc je souligne que ce n'est pas vraiment un travail entièrement abouti, ça ne prétend pas être ni, une, ni une théorie, ni même une théorie historique de la transition du féodalisme au capitalisme. Ce sont des éléments de réflexion pour éventuellement essayer d'avancer dans la mise au point d'une telle d'une étude historique ou théorique beaucoup plus complète sur le sujet. Donc ça ne prétend pas parler de tous les aspects ni de tous les problèmes qui peuvent se poser. Voilà, alors j'avais prévu de parler pas trop pour laisser la place à la discussion, mais je crains que ça soit de pas vraiment y arriver et de parler un peu plus que ce que j'avais prévu, mais évidemment, malgré tout, le plus intéressant, en tout cas pour moi, ce sera les échanges qu'on pourra avoir dans la deuxième partie de cet après-midi. C'est bon, ça, on entend? Ça résonne pas trop, c'est bon? Ok. Donc je commence par une introduction plutôt déceptive, c'est-à-dire centrée sur cette question, mais au fond pourquoi s'intéresser aux origines du capitalisme disons plus exactement à la formation historique du capitalisme? Quel est l'intérêt de cette réflexion? Est-ce que cette recherche des origines va nous apprendre davantage ou de nouvelles choses sur la nature même du capitalisme, ses logiques fondamentales? Très probablement non, puisque pour mener cette analyse, il y a de très nombreuses raisons. Il est très logique en fait de s'intéresser davantage au capitalisme dans ses phases de maturité ou dans ses phases actuelles, dans ses phases de plein développement, plutôt que dans ses origines elles-mêmes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément de gain à attendre. La deuxième raison pour laquelle on pourrait s'y intéresser, c'est de penser que c'est la question des transitions, c'est-à-dire que donc un savoir sur la transition passée pourrait nous éclairer sur ce que pourrait être la transition à venir, ou éventuellement, si on veut, une transition déjà en cours vers un post-capitalisme. Bon, ceci étant dit, puisque si on met en regard donc ces deux transitions, c'est parce que évidemment, quand on pose la question quand commence le capitalisme, à part l'intérêt peut-être érudit de la chose, en fait la véritable question, celle qui pourrait nous intéresser vraiment, c'est quand finit le capitalisme. C'est sur celle-là qu'on aimerait bien avoir des réponses. Mais donc, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux questions, de quand ça commence et quand ça finit? Est-ce que donc connaître les mécanismes de la transition passée pourrait nous éclairer sur ce qui va se passer ou ce qui est peut-être déjà en train de se produire? Et là aussi, c'est déceptif, en tout cas de ma part, c'est-à-dire que je répondrai non à cette question. Je pense qu'il faut a priori exclure une tendance qui consistera à essayer de chercher effectivement dans la transition passée l'image d'une transition éventuelle à venir, et avec le risque encore plus sérieux de projeter sur la manière d'analyser cette transition passée la façon dont on désire en fait que cette transition à venir se passe. Donc la mise en relation des deux transitions est lourde de périls, et du coup mon attitude c'est plutôt par prudence, en tout cas au moment où j'en suis encore maintenant, d'écarter la recherche de ces liens, de cette mise en rapport, parce que au contraire je pense qu'il n'y a pas de modèle généralisable des transitions d'un système historique à un autre, et qu'on a au contraire tout un tas de raisons de penser que chaque transition est nécessairement spécifique, c'est-à-dire qu'elle correspond et qu'elle est spécifique pour plusieurs raisons, en raison de la nature même du système qui est en train de disparaître, de ses dynamiques de long terme, de ses rythmes d'évolution, etc., et puis de la nature aussi du système du système nouveau qui va apparaître.
Bon, alors du coup, mais pourquoi est-ce que... Voilà, là, on peut tout de suite sortir dehors et puis aller se promener et profiter du soleil, puisque si cette question ne va pas nous apporter grand-chose, à part des éléments de pure érudition, ou... bon, bah, évidemment, c'est pas seulement ça. Donc, alors exactement, comment poser cette question? Bah, on va voir peut-être, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai vu apparaître en faisant ce travail, quand même des éléments importants. C'est-à-dire que quand on va rechercher le moment où ça commence et le comment ça commence, eh bien, en fait c'est indissociable de la question de savoir qu'est-ce qui commence, puisque qu'est-ce qu'on cherche, de quoi cherche-t-on l'apparition, quels sont les critères qui permettent de dire que là il y a quand même quelque chose qui commence à ressembler à ce qu'on peut considérer comme étant le capitalisme. Et donc cette recherche de la formation, sur la formation historique du capitalisme met en jeu aussi, et c'est un des intérêts principaux, la question de la nature même du capitalisme, et dans cette phase incertaine où il faut déterminer si certains éléments peuvent être considérés comme étant déjà, relevant déjà du capitalisme ou pas encore, etc. Donc c'est une manière de mettre en cause, de mettre en question, à l'épreuve empirique de cette question de la transition, la question des caractéristiques fondamentales du capitalisme et à partir de quand on peut dire que cette chose qu'on appelle le capitalisme commence à exister en partie, en totalité ou pas du tout, etc. Voilà. Et puis l'autre raison, c'est que cette recherche sur la formation historique du capitalisme engage en fait la façon de penser le rapport entre le capitalisme et les mondes sociaux qui l'ont précédé. Et donc là, on va tomber sur une question qui sera une des parties de cette présentation sur quelle forme de continuité éventuelle ou au contraire de discontinuité entre le monde capitalisme et ce qui a pu le précéder, est-ce qu'il y avait des éléments déjà préexistants qui se sont intégrés dans la formation du système capitalisme ou pas du tout, etc. Et donc pour moi l'enjeu c'est vraiment cette question du rapport entre le capitalisme et le reste de l'histoire humaine, avec au final l'idée de contribuer par cette recherche sur la formation historique du capitalisme à considérer le capitalisme non pas comme l'aboutissement ou la culmination de l'histoire, ce qu'il est évidemment dans les représentations modernes issues des Lumières, ce qu'il est dans ces types de conceptions qui sont fondées sur l'idée du progrès, etc. etc. Et donc contribuer à défaire cette idée-là, qui est cruciale dans la conception de l'histoire léguée par les Lumières et qui est le fondement du régime moderne d'historicité, mais au contraire contribuer à renforcer l'idée inverse, c'est-à-dire que le capitalisme est au contraire une rupture fondamentale avec toute l'histoire humaine antérieure et même une exception historique, donc c'est le statut du capitalisme comme exception historique qui me semble pouvoir être précisé et approfondi par ce type de réflexion sur les origines et la formation historique du capitalisme. Alors, je vais procéder en 3 parties. Donc, je vais déjà présenter un petit peu les questions de chronologie pour commencer, de façon un peu basique, et pour répondre à ce que disait Clément. Ensuite, j'insisterai sur l'enjeu justement discontinuiste, qui est au centre de mon argumentation. Et puis, enfin, différentes considérations sur les modalités ou les mécanismes de la transition elle-même, sans encore une fois prétendre présenter un modèle général de cette transition. Donc un rapide balayage un peu informatif aussi sur les différentes chronologies qui ont été avancées par les différentes thèses ou propositions historiques sur la formation du capitalisme. Donc comme vous savez, la chronologie standard, la plus répandue, situe le moment principal d'émergence du capitalisme au XVIe siècle, en lien avec le découpage scolaire ou le découpage, la périodisation habituelle en vigueur encore aujourd'hui de l'histoire en 4 périodes, et donc le début de ce qu'on appelle l'époque moderne, avec donc les fameuses entre guillemets grandes découvertes que évidemment on doit
éviter désormais d'appeler de cette manière-là, l'expansion, de manière plus générale, l'expansion européenne, l'expansion commerciale européenne, l'expansion coloniale, la colonisation des Amériques, la Renaissance, la modernité, etc. Et donc le capitalisme fait partie de ce paquet qui émerge globalement soit au XVIe siècle lui-même, soit dans une période plus prolongée, au cours de la période moderne. Donc on a ça par exemple dans une des thèses qui est parmi les plus influentes, donc les théories d'Immanuel Wallerstein sur le système moderne, le système monde moderne, donc ces ouvrages publiés à partir de 1974, et que dans le livre je reprends, mais que je commande surtout en fait à travers les ouvrages plus récents de Jason Moore, qui est un disciple, qui reprend les thèses de l'étude des systèmes mondes, et qui est peut-être plus lu désormais aujourd'hui, notamment à travers ses travaux sur le capitalisme dans la toile de la vie, et parce qu'il est l'un des inventeurs du concept de capitalocène. Donc le schéma historique dans cette vision-là, c'est quelque chose qui prépare ce basculement du XVIe siècle. C'est ce qu'on appelle la crise du féodalisme à partir du XIVe siècle, centrée sur le XIVe siècle, dès le début du siècle, mais surtout à partir et autour de la crise majeure, la crise démographique provoquée par la peste noire de 1348, des transformations, des luttes paysannes, des révoltes paysannes, des révoltes urbaines qui se multiplient au cours du XIVe siècle, une transformation du rapport entre seigneurs et paysans, et donc cette crise qui s'accentue, donc qui met en péril, qui met en défaut le pouvoir seigneurial qui s'étiole peu à peu jusqu'au XVe siècle, et notamment pour Wallerstein, cette crise est résolue presque tout d'un coup, en quelque sorte, au XVIe siècle, déjà à la fin du XVe, mais surtout au XVIe siècle, avec l'expansion maritime, commerciale et coloniale de l'Europe, de sorte que le capitalisme, pour Wallerstein et pour Jason Moore, se met en place en tant que système monde. Donc c'est dans la mesure où il existe à partir de ce moment-là un système monde centré principalement sur l'Atlantique, donc l'Europe et les colonies américaines. Dans cette période, 1450-1650, un long XVIe siècle, se met en place le capitalisme comme système monde, en lien donc avec cette articulation de différents espaces, centres, périphéries, etc. Voilà. Et donc là, il faut préciser, sur ces questions de chronologie, que pour ces auteurs, donc cette période-là, dans le long XVIe siècle, ça n'est pas une sorte de transition dans laquelle on passerait progressivement, où on aurait encore des éléments du féodalisme et puis petit à petit des éléments du capitalisme qui se mettraient en place. Non, pour eux, et en particulier pour Jason Moore, dès cette période-là, donc dès le XVIe siècle, dès la fin du XVe siècle, eh bien on est déjà dans un système véritablement capitaliste, mu essentiellement donc, par l'accumulation du capital, et on a donc un vrai capitalisme dès le XVIe siècle. Donc en fait là, une mise en place relativement rapide, alors que chez d'autres auteurs, effectivement c'est le moment clé, mais on a une transition lente qui s'étale sur XVIe, XVIIe, voire XVIIIe siècle. Alors, ce qui assure ça, bon, il y a toute une argumentation, hein, le livre de Wallerstein, c'est 4 volumes hein, sur l'histoire du système monde capitaliste, donc c'est une œuvre considérable. Mais donc il me semble qu'un des éléments qui assure du succès à cette thèse, à part quand même le sérieux de son analyse, même si elle a été aussi très critiquée, c'est qu'au fond elle recoupe exactement elle renforce la périodisation, encore une fois scolaire, hein, qui n'est pas seulement scolaire, qui est aussi celle qui fonde même les découpages des études universitaires, et qui est la périodisation en vigueur, hein, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine, et donc là il faut qu'il y ait vraiment une rupture majeure avec la Renaissance, avec le début de l'époque moderne. Et puis l'autre gros avantage, entre guillemets, parce que bon, évidemment elle n'a pas été conçue pour ça, mais ça produit aussi ce résultat, c'est que dans cette thèse-là, eh bien, on a une coïncidence entre l'émergence du capitalisme et le début de la colonisation, le début du colonialisme européen, et donc en particulier cela assure le grand succès de ces thèses dans le monde américain, en particulier latino-américain, puisque donc ça donne une centralité en fait, puisque c'est la conquête
d'une grande partie du continent américain qui assure en fait ce basculement dans un monde nouveau qui est déjà, selon ses thèses, celui du capitalisme. Donc voilà la chronologie standard. Alors, par ailleurs, on a une chronologie haute, ou des chronologies hautes, puisque, alors là c'est plutôt du côté des médiévistes qu'il faut se tourner en premier lieu, par exemple Henri Pirenne, là on revient un petit peu l'entre-deux-guerres, les années 20-30, Henri Pirenne dont Marc Bloch et Lucien Febvre, les fondateurs des Annales, étaient assez proches, et donc dans ses travaux sur l'histoire médiévale, eh bien, lui, il affirme l'idée que donc, le capitalisme se développe dès le XIIe siècle. Donc c'est la révolution urbaine, la révolution marchande, l'essor du commerce au loin, le commerce méditerranéen, etc. Notamment d'abord chez les marchands italiens. Et donc pour lui, il affirme, je cite, le capitalisme s'affirme dès le XIIe siècle. L'esprit qui anime le marchand du XIIe siècle, c'est déjà l'esprit des capitalistes de tous les temps. Donc voilà, essor commercial, donc esprit du capitalisme et capitalisme tout court. Alors bon, d'autres auteurs, je ne vais peut-être pas faire une bibliographie complète, donc développent le même ou des conceptions similaires, hein, et donc c'est l'idée que aussi le commerce serait quelque chose d'extérieur à la logique du féodalisme, le féodalisme étant un monde autarcique, et donc tout ce qui a trait aux échanges serait extérieur. On a ça chez José Luis Romero, un historien argentin notamment, donc serait extérieur à la logique du féodalisme. Et puis un nombre important d'auteurs qui ont repris la notion de capitalisme commercial. Khairus Banerjee, un historien indien, récemment a publié un livre, justement, une brève histoire du capitalisme commercial. Et donc, on a un essor, selon lui, du capitalisme en Europe dès le XIIe siècle, mais aussi dans le monde musulman dès le IXe siècle, parce qu'il y a un fort développement du commerce. Donc, on peut remonter au XIIe siècle, pour d'autres, on va remonter au IXe siècle, et on peut même remonter encore plus loin, puisque chez certains théoriciens des systèmes mondes, donc des disciples de Wallerstein, mais qui se sont éloignés sensiblement de ces théories, ont commencé à poser la question 5 siècles ou 5 millénaires, c'est le titre d'un ouvrage co-dirigé par André Gunder-Frank. La question se réfère à l'origine du capitalisme. Donc la question, c'est de savoir est-ce que le capitalisme a 500 ans d'âge ou 5000 ans. Alors on fait encore un saut pour remonter dans le temps, et pour eux, eh bien, effectivement, c'est ça, la réponse c'est oui, 5000 ans, c'est-à-dire depuis dans les mondes antiques, mésopotamiens, etc., phéniciens et compagnie, on a déjà les pratiques d'accumulation du capital qui jouent un rôle central, et on a un système monde centré sur les échanges commerciaux qui s'est mis en place depuis 5000 ans. Donc le capitalisme a 5000 ans d'âge. Vous voyez quand même que quand on pose la question quand commence le capitalisme, bah, effectivement la question se pose un tout petit peu si on veut avoir un minimum de clarté, de clarification, puisque on oscille entre 5 siècles et 5 millénaires, ce qui fait quand même une toute petite différence. On a beau pas s'intéresser fondamentalement au problème de chronologie, et effectivement c'est mon cas, mais bon, quand on est amené à ce stade-là d'oscillation, ça a quand même un tout petit peu d'importance. Bon. Et finalement, on a aussi, donc en sens inverse, une chronologie basse qui ramène la formation historique du capitalisme plutôt vers nous. On trouve ça chez un certain nombre d'historiens marxistes, par exemple, comme Pierre Villard, Eric Hobsbawm, qui mettent en avant, au contraire, ce qu'on a appelé la crise du XVIIe siècle, qui serait, elle, contrairement à celle du XIVe siècle, plus ou moins la crise finale du féodalisme, ou en tout cas un moment majeur dans la transition vers le capitalisme. Même si, par exemple, chez Pierre Villard, il dit effectivement, oui, le féodalisme à ce moment-là est complètement à l'agonie, toutes ces structures se défont, etc., mais il n'y a encore aucun système nouveau pour le remplacer. Ça ne viendra que à la fin, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et c'est donc, de mon point de vue aussi, la thèse du long Moyen-Âge qui a été développée par Jacques Le Goff et que j'ai repris à mon compte,
selon laquelle donc les mêmes structures fondamentales ont existé depuis la fin de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, et donc cette période mérite de s'appeler le long Moyen Âge, c'est-à-dire un Moyen Âge prolongé de 3 siècles de plus que dans le découpage et dans la périodisation courante. C'est-à-dire aussi que, en ce faisant, on fait sauter le bouchon de la Renaissance, et c'était un des combats importants de Jacques Le Goff, de faire valoir que on a surévalué la rupture de la Renaissance. Évidemment, il y a des choses nouvelles, spécifiques dans la Renaissance, mais de même qu'il y a des choses absolument nouvelles et fondamentales qui apparaissent au XIIe, XIIIe siècle par rapport à ce qu'il y avait avant, d'autres au XIVe, etc., etc. Donc il y a une succession de transformations, mais que cette rupture de la Renaissance, en fait, s'inscrit dans un continuum historique avec de fortes transformations, mais au sein des mêmes structures fondamentales qui continuent à perdurer. Donc ce faisant, je redis que parler de long Moyen-Âge, c'est effectivement considérer que la véritable rupture, elle doit être reportée à la fin du XVIIIe siècle, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est là où se produit véritablement un changement de monde et où on peut passer véritablement à ce qu'on peut appeler le monde moderne, ou la modernité et évidemment aussi la mise en place du capitalisme. Mais que ce long Moyen-Âge, ça n'est pas une période immobile, uniforme. Quand je dis les mêmes structures fondamentales, ces structures fondamentales, elles produisent des transformations majeures, à commencer par le dynamisme et la période de très forte croissance agricole, croissance commerciale, croissance urbaine, développement artistique, etc., etc., dans la période du Moyen-Âge central, entre 11e et 13e siècle, notamment. Donc une période éminemment dynamique, ce qui évidemment va à l'encontre aussi d'un certain nombre de lieux communs sur le Moyen-Âge et sur le système féodal. L'extension de la fin de ce Moyen Âge, quel est le début de ce long Moyen Âge? C'est la fin de l'Antiquité. Bon, pardon. Oui, enfin la fin de l'Empire romain d'Occident, mais c'est pas forcément, c'est un peu antérieur. Enfin, disons, c'est entre, disons, peut-être la conversion au christianisme de l'Empire romain, la mise en place de nouvelles structures, et puis la fin des structures impériales en Occident, pardon. Et puis progressivement la disparition de l'esclavage, mais ça va prendre un temps, ça va s'étaler sur une période beaucoup plus longue. Ici, là, je voudrais citer le livre de Kenneth Pomerantz, qui s'appelle Une grande divergence, et qui vient, enfin, en tout cas que je prends à l'appui de cette dernière périodisation qui est la mienne, et qui me semble un ouvrage intéressant. C'est un économiste qui fait partie de ce courant de la World History, l'histoire mondiale, ou l'histoire globale dans sa nouvelle caractérisation, surtout depuis la fin du XXe siècle et surtout depuis les années 2000. Et c'est un ouvrage qui peut être critiqué sur plein de points, mais qui me semble apporter des éléments, des points de repère quand même assez majeurs. Il a effectivement fait un travail, c'est une étude comparatiste entre l'Europe et la Chine, principalement entre la Chine et l'Angleterre. Et l'acquis de ce livre, qui me semble pouvoir être considéré comme valide, c'est que sur tous les critères d'essor productif, d'essor commercial, d'essor des méthodes financières et d'autres encore, il n'y a pas d'avantage à l'Europe par rapport à la Chine jusqu'aux années 1750. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1750, on ne peut pas dire que l'Europe ou même l'Angleterre a des traits qui seraient fortement différenciants par rapport à la Chine, ni sur le plan qualitatif, ni en termes de capacité productive, de forme d'essor commercial, etc., etc.
Donc il y a à peu près égalité. Alors sur le plan, il y a évidemment des différences entre les deux, et on en évoquera quelques-unes, mais il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de décrochage. Et donc ce décrochage, cette divergence donc de trajectoire entre la Chine et l'Angleterre, et donc aussi entre la Chine et l'Europe, elle ne va se produire qu'à partir de 1750. Donc jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, rien n'est joué dans le destin du monde, on pourrait dire, rien n'est joué entre la Chine et l'Europe. Donc il n'y a pas de monde eurocentré jusqu'à cette date. Il n'y a pas de domination générale de l'Europe sur le monde jusqu'à cette date. Donc le basculement dans un monde eurocentré, c'est-à-dire dominé, dans lequel l'Europe impose sa domination à l'ensemble du monde, ça ne se produit que à partir du XIXe siècle. Et on peut en déduire que effectivement ça se produit à ce moment-là, c'est parce qu'il va y avoir effectivement une transformation majeure en Europe et d'abord en Angleterre, en l'occurrence la formation historique du capitalisme, qui va créer des conditions, qui va créer les conditions de ce décrochage majeur qui va transformer la configuration d'ensemble de la planète. Alors évidemment en disant ça relativise encore une fois l'importance historique de la conquête de l'Amérique, qui j'habite en grande partie au Mexique, donc je ne peux pas considérer que c'est un événement qui n'a que peu d'importance, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire bien sûr, mais il a une importance considérable et il va jouer un rôle, je vais y revenir, il a un rôle considérable, mais ça n'est pas le moment du basculement complet dans un monde dominé entièrement dominé par les puissances européennes. Bon, je mentionne quand même très rapidement, alors ça c'est le constat de Pomerantz, et pour moi c'est un point de repère fondamental. Dans son analyse, évidemment, ce qui est la partie peut-être la plus développée et celle qui a fait le plus parler de ce livre et le discuter, ce sont les critères qu'il met en avant. Alors il y en a deux, il a ensuite reconnu que peut-être il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Je mentionne ou je rappelle ces deux facteurs. Donc qu'est-ce qui fait que tout d'un coup l'Angleterre va connaître un développement différent par rapport à la Chine? Donc ces deux critères, c'est le fait que l'Angleterre dispose de mines de charbon abondantes à proximité des lieux de production, alors que la Chine dispose de réserves de charbon, mais qui sont beaucoup plus difficilement accessibles, qui doivent être transportés sur des longues distances, donc c'est un facteur moins favorable. Et puis l'autre élément qui est plus intéressant, c'est donc ce qu'il a appelé les hectares fantômes, c'est-à-dire le fait que l'Angleterre dispose des terres cultivées dans les colonies, dans le monde américain, donc soit directement dans les colonies anglaises ou dans les autres colonies, mais qui peuvent aussi servir à alimenter l'Angleterre, et donc des hectares fantômes qui sont hors du territoire métropolitain, qui permettent de cultiver un certain nombre de plantes. En l'occurrence, ce qui est important évidemment pour la révolution industrielle à venir, c'est le coton, et donc le fait d'avoir des surfaces qui vont contribuer à la dynamique de croissance, mais qui ne pèsent pas, en fait, qui n'accentuent pas le stress sur les réserves, sur les ressources écologiques qui sont disponibles dans le pays même. Et donc du coup ça c'est intéressant parce que et ça va être décisif effectivement pour l'industrialisation d'abord en Angleterre. Et donc là du coup c'est intéressant parce que donc la prise du continent américain va avoir un effet majeur, non pas parce qu'il va créer immédiatement les conditions d'un système monde qui serait déjà capitaliste, mais parce qu'il va avoir un effet en fait à retardement qui va être un facteur extrêmement important pour le déclenchement de l'industrialisation. Voilà. Alors, pour terminer cette
première partie. Donc évidemment, je privilégie cette chronologie basse pour tout un tas d'arguments. Je ne vais pas revenir dans les détails, il faudrait faire la critique des autres conceptions, etc. Mais il me semble en effet, c'est mon regard de médiéviste aussi, puisque en me ralliant à l'idée du long Moyen-Âge, effectivement, j'ai tendance à voir cette persistance des structures traditionnelles féodales, y compris dans une bonne partie de la période dite moderne. Et donc, pour moi, c'est un des points de vue qui sont exposés dans le livre. Un des points pour penser cette transition, c'est effectivement de placer ce que j'appelle un grand basculement. Le grand basculement vers le monde capitaliste, il est concentré dans les années 1750-1830. Donc ça, c'est une des premières composantes d'une réflexion sur la transition. Il y en a d'autres que j'évoquerai un peu plus loin, mais il y a déjà ce premier moment fondamental qui est celui du grand basculement qui intervient dans la seconde moitié du XVIIIe et au début du XIXe. Et là, j'insisterai sur trois dimensions fondamentales qui se lient dans cette période. D'abord, c'est le début de la colonisation de l'Inde par la Grande-Bretagne, la conquête du Bengale en 1757, le traité de Paris en 1763 qui entérine cette conquête, qui entérine aussi le recul de la France. Donc le début de la mainmise coloniale de l'Angleterre sur l'Inde, c'est le signe d'un changement dans ce rapport de force entre l'Europe, les puissances européennes d'un côté, et les grandes civilisations asiatiques, comme la Chine et l'Inde, qui jusque-là étaient totalement hors de portée des Européens. Et qui évidemment va contribuer aussi à, non seulement c'est le signe du début de ce changement dans le rapport de force, mais ça va enclencher, ça va contribuer très fortement aux dynamiques d'essor du capitalisme. Ça va contribuer aussi indirectement à permettre ensuite non pas la domination coloniale complète, mais en tout cas la suggestion partielle de la Chine depuis l'Inde, en utilisant notamment les soldats indiens. Et puis très vite, donc la désindustrialisation de l'Inde, la prise des ressources, notamment le coton de l'Inde, et le développement de l'Inde comme marché fondamental pour l'industrialisation et l'industrie textile britannique, sachant que ça passe par la désindustrialisation de l'Inde, l'élimination des capacités productives que l'Inde avait et qui étaient fort développées jusqu'au début du XIXe siècle. Le deuxième basculement, c'est évidemment les Lumières comme basculement anthropologique fondamental, et de manière plus générale le basculement dans ce que j'appelle le monde de l'économie, c'est-à-dire c'est le moment où effectivement l'économie émerge comme sphère autonome et dominante, avec l'apparition de la science, une science économique chez les physiocrates, chez Adam Smith, etc. Et un basculement qui pour moi est fondamental, qui est en fait celui précisément du moment où les normes économiques, les normes de l'intérêt, les normes de l'intérêt matériel deviennent primordiales et priment entièrement sur les exigences de solidarité, de cohésion sociale, etc. Et de ce point de vue-là, en reprenant aussi l'insistance que Polanyi avait placée sur ce point, la question des lois des pauvres et de l'abolition des lois sur les pauvres, notamment en Angleterre, l'édit de Spenham Land par exemple, qui est aboli en 1834, c'est-à-dire les lois sur les pauvres, c'est-à-dire donc le maintien, c'est le dernier maintien, pour moi c'est vraiment un point fondamental, c'est le dernier maintien en fait des normes fondamentales du féodalisme, en l'occurrence la caritas, c'est-à-dire le fait que le lien social repose sur la caritas, c'est-à-dire non seulement l'exercice matériel de la charité, mais le lien d'amour qui doit exister entre tous les membres de la société chrétienne, avec les conséquences concrètes en termes d'entraide notamment que cela implique. Et donc le fait de supprimer ces lois sur les pauvres, donc on ne va plus, et c'est revendiqué évidemment par tous les théoriciens de l'utilitarisme, on ne doit pas aider les pauvres, on ne doit pas secourir les pauvres, il faut les laisser, c'est la condition par laquelle ils vont être obligés d'être soumis aux exigences du travail, notamment du travail salarié.
Et bien ça c'est vraiment la rupture majeure. Et en plus, c'est aussi les lois sur les pauvres, c'est le dernier recours qui maintenait en fait les, les habitants, les villageois, dans leur lieu de vie traditionnel, dans lesquels ils pouvaient assurer eux-mêmes leur subsistance, ou en tout cas une bonne partie de leur subsistance, et s'ils n'en avaient pas les moyens, eh bien, ils étaient secourus par la communauté. La suppression de ces lois est ce qui met un terme à la logique de localisation des personnes dans leur lieu de vie et qui ouvre à donc un espace homogène qui va être celui de l'économie à partir du 19e siècle. Et puis le troisième élément de ce basculement, c'est évidemment le début de l'industrialisation qui va permettre donc la saisie par le capital de la sphère productive elle-même et la croissance généralisée du monde de l'économie. Alors, donc bien sûr, ça c'est la petite mise au point sur la question chronologique, qui encore une fois n'est pas du tout sans importance, mais ce n'est pas l'enjeu principal. L'enjeu n'est pas une question simplement de chronologie, bien sûr, encore une fois, qu'est-ce qui se produit avec l'hypothèse basse, la chronologie tardive? Eh bien justement, c'est dans quelque chose dans le rapport entre capitalisme et colonialisme. Autant la thèse standard posait une coïncidence parfaite et qui simplifie aussi l'analyse historique entre le début du capitalisme et le début du colonialisme, la colonisation européenne, ou en tout cas son affirmation massive sur le continent américain. Et bien là, si on a un modèle à 2 siècles, alors ça c'est Jason Moore qui qualifie cette hypothèse basse de modèle à 2 siècles pour le rejeter. Mais donc là, on a au contraire les deux ne sont plus corrélés. Il y a un décalage en fait, puisque la colonisation s'est déployée pendant 3 siècles sans que, dans cette vision, sans que le capitalisme existe véritablement encore. Donc du coup, il va falloir proposer une autre... la colonisation européenne, du coup, est un phénomène complètement clivé, qui répond en fait historiquement qui s'inscrit dans 2 systèmes complètement différents, et donc il doit répondre à 2 logiques complètement différentes. Ça complique un peu l'analyse du colonialisme européen, et c'est un enjeu qui devrait répercuter, et comme notamment vu l'impact des thèses postcoloniales, des réflexions postcoloniales, etc., là il y a quelque chose qui vient un peu compliquer les analyses, et bon, qui n'est évidemment qui n'est à peu près jamais pris en compte. Bon, ça c'est le type de conséquences immédiates que peut avoir des choix différents ou des analyses différentes en termes de chronologie. Mais encore une fois, ce n'est pas l'enjeu majeur, et l'enjeu majeur, à mon sens, c'est l'opposition ou la différenciation entre une lecture plus continuiste et une lecture discontinuiste de la formation historique du capitalisme. Alors la lecture continuiste, c'est celle que Helen Melksin Wood a critiquée sous le nom de modèle de la commercialisation dans son livre sur l'origine du capitalisme, qui, et ce que je propose, présente un certain nombre de points communs avec ces analyses, des différences aussi sur certains aspects, mais on peut la suivre sur un certain nombre de points. Et notamment sur sa critique du modèle de la commercialisation. Le modèle de la commercialisation, j'en ai donné des exemples au début, ça consiste à faire de l'essor du commerce, ou l'essor du capital marchand, le facteur principal de l'essor du capitalisme. Et c'est encore plus simple quand on considère qu'à partir du moment où on a un commerce à longue distance, on a déjà le capitalisme.
Donc dans ce modèle, en fait, le commerce qui existe dans les époques anciennes, qui peut éventuellement être assez développé, eh bien, doit connaître il doit simplement se développer quantitativement et être de plus en plus important, etc., etc. Et on arrive comme ça à l'affirmation du capitalisme lui-même. Ellen Wood montre bien qu'en arrière-fond de cette lecture, il faut situer les conceptions d'Adam Smith lui-même, et c'est à elle qu'elle s'en prend principalement, elle d'ailleurs à la suite de Robert Brenner, qui est un historien médiéviste qui a joué un rôle important dans toutes ces analyses. Donc chez Smith, c'est le penchant à l'échange qui en fait est inscrit dans la nature humaine, qui va se développer progressivement, qui va rencontrer des obstacles à son développement, mais qui petit à petit va surmonter ces obstacles, va lever ces obstacles et va se développer dans des formes toujours plus amples et plus complexes, jusqu'à parvenir à un capitalisme pleinement développé. C'est exactement le sens de la notion d'accumulation primitive chez Adam Smith. C'est l'essor des activités commerciales, des bénéfices qui en sont ressortis, qui vont être progressivement réinvestis dans des formes qui incluent une division du travail de plus en plus poussée, donc jusqu'à développer une prospérité économique croissante. Et c'est le modèle que Marx s'emploie à démolir dans son chapitre sur la prétendue accumulation primitive. Donc cette lecture continuiste, elle naturalise le capitalisme, elle l'inscrit à travers l'idée des échanges comme faisant partie de la nature humaine, et elle rend progressivement plus ou moins presque vaine, ça dépend selon exactement les différentes formulations de ces théories, mais tendanciellement elle rend vaine l'interrogation sur la formation du capitalisme, puisque au fond, quelque chose qui est déjà plus ou moins le capitalisme a toujours été déjà là dans les sociétés humaines, alors au début évidemment très petit, mais il n'a fait ensuite que croître progressivement. Et donc il n'y a pas de moment véritablement de rupture, de moment où tout d'un coup quelque chose d'entièrement nouveau existerait. Donc cette question de l'origine, de la formation historique du capitalisme se pose en réalité fort peu, elle se dilue en quelque sorte dans ces lectures continuistes. Et on retrouve encore une fois cette tendance dans toutes les lectures qui soit situent l'origine du capitalisme dans l'essor du commerce, soit considèrent que un commerce déjà relativement développé est déjà une forme de capitalisme. Alors, que le capitalisme doit être assimilé au commerce, on le trouve aussi dans d'autres lectures. Clément faisait mention de Max Weber. Effectivement, la définition du capitalisme de Max Weber, c'est un comportement visant le profit à travers l'échange, avec calcul rationnel des dépenses et des gains, qui est, selon lui, universel depuis des millénaires. Et c'est aussi ce qu'on trouve dans les théoriciens qui développent l'idée de la notion de capitalisme commercial, comme je le disais tout à l'heure. En sens inverse, il y a des remarques intéressantes sur ces questions de continuité et de discontinuité chez Pomerantz, que je citais tout à l'heure, Kenneth Pomerantz, puisque sa lecture est aussi fortement discontinuiste, et à cet égard, c'est aussi une des raisons pour lesquelles son livre me paraît intéressant, puisque en fait, il note à la fois en Chine et notamment en Angleterre l'essor d'une proto-industrie, une forme d'artisanat développé, concentré,
dont certains pourraient dire, bah voilà, cette chose-là va se développer de plus en plus, et puis bah, on va arriver à l'industrialisation. Et donc lui, il souligne que pas du tout, qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'enchaînement nécessaire entre ces formes de proto-industrie qui peuvent exister aussi bien en Chine, en Inde aussi, ou en Europe et notamment en Angleterre, et que donc le capitalisme ne se forme pas par une lente croissance de certains types de pratiques, mais il faut rompre avec toutes les formes d'organisation, les formes même productives qui existaient auparavant, pour que se produise donc ce basculement qui va engendrer une trajectoire inédite dans le cas de l'Angleterre, puis de l'Europe tout entière. Et donc pour ça, il faut dans sa vision qui peut être, dont on peut s'inspirer, me semble-t-il, ça consiste à dire qu'effectivement, il y a des formes de croissance dans les sociétés traditionnelles, des formes de croissance démographique, de croissance de la production agricole, avec une hausse des rendements, une croissance urbaine, un développement des villes, un développement des échanges, du commerce, etc. Des formes architecturales, des formes artistiques, etc. Tout ce que je suis en train de dire, en fait, c'est un peu le résumé de ce qu'on peut observer, par exemple, dans l'Europe médiévale, au cœur des siècles médiévaux, au XIIe, XIIIe siècle, par exemple, en Europe occidentale. Mais on pourrait dire la même chose pour d'autres ensembles, notamment en Asie. Mais le point qu'il faut mettre en avant, c'est que ces formes de croissance traditionnelles, qui encore une fois peuvent être assez importantes, et on le constate bien, elles vont systématiquement buter sur des limites, notamment des limites écologiques, ça c'est ce sur quoi insiste Pomerantz, des limites écologiques qui vont conduire à déjà une stagnation ou une baisse des rendements agricoles, et surtout à un stress sur les ressources, sur un certain nombre de ressources naturelles essentielles pour cette croissance, et par exemple sur les ressources en bois, c'est ce qu'on constate précisément dans le cas de l'Angleterre au début du XVIIIe siècle, puisqu'il y a donc ces mécanismes de croissance qui sont en marche, mais ça bute à un moment donné sur notamment les ressources en bois, puisque si la population augmente, on va déboiser pour augmenter les surfaces cultivées, mais en même temps il faut construire davantage, donc il faut utiliser davantage de bois pour la construction, davantage de bois pour se chauffer, et donc l'ensemble des besoins qui sont concentrés sur les ressources forestières vont accentuer la déforestation, et donc finalement on a de moins en moins de bois, et donc on ne peut plus faire face à la demande pour répondre aux mécanismes même que la croissance productive engendre, et donc blocage par stress sur les ressources nécessaires, les ressources naturelles nécessaires. Donc ces formes de croissance traditionnelles vont s'arrêter au bout d'un certain temps, et bloquer cette dynamique de croissance. Donc, pour lui, c'est ce qui se passe en Angleterre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et la question donc du décrochage par rapport à la Chine, c'est pourquoi un nouveau type de croissance va se mettre en place. Et donc là, effectivement, c'est le recours aux énergies fossiles, et la machine à vapeur, etc. Et donc l'industrialisation sur cette base-là qui est malgré tout le facteur différenciant fondamental. Et ça, c'est un type d'organisation technique, productive, de manière qui est entièrement nouveau. Alors, maintenant, j'aborde un point un peu crucial dans mon argumentation, à savoir le fait que, donc, oui, il y a dans les sociétés anciennes, les sociétés traditionnelles, des formes d'essor d'un certain nombre d'activités, notamment l'activité commerciale, mais bon, on vient de poser le fait que cela ne signifiait en aucun cas l'existence du capitalisme, ni on ne pouvait pas non plus considérer que c'était un facteur crucial dans l'évolution vers le capitalisme. Et du coup se pose la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait de ces activités commerciales
dans les sociétés non capitalistes, comment penser leur statut et comment penser leur statut en tant que, précisément, on fait valoir qu'elles n'ont par elles-mêmes aucune propension à conduire à un essor véritable du capitalisme. Et donc il me semble qu'il faut rendre compte du statut de ces activités, notamment les activités commerciales ou financières, donc le prêt à intérêt, d'une manière cohérente qui évite les risques donc d'une dérive vers des lectures plus ou moins continuistes. Et donc, je propose de reprendre l'idée qu'il faut distinguer fortement capital et capitalisme, puisque un nombre important d'historiens ont pu faire, et en fait d'accentuer encore cette différenciation. Et pour ça, je propose de qualifier donc ces activités commerciales bancaires d'activités du capital. Donc il y a mon analyse, c'est que donc il y a des activités du capital dans les sociétés non capitalistes. Et là, ça peut donner lieu à des discussions. Ça a déjà commencé. Et là, la question, c'est comment tenir cette argumentation en maintenant l'idée de proposer une lecture fondamentalement discontinuiste de l'apparition et de la formation historique du capitalisme, puisque j'admets moi-même qu'il y a dans les sociétés non capitalistes des activités, de ce que j'appelle des activités du capital. Le point central, c'est de réussir à faire valoir, je ne sais pas si j'y arrive ou pas, mais c'est ma tentative, de faire valoir qu'il s'agit d'activités non capitalistes du capital. Il y a des activités du capital, mais qui sont des activités non capitalistes. Alors, bon, ça suppose un minimum de définition. Et donc là, je prends capital au sens tout à fait élémentaire du terme. Dans ces sociétés, je parle, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, dans ces sociétés-là, le capital, c'est le capital au sens élémentaire du terme, c'est-à-dire une somme d'argent investie en vue de devenir davantage d'argent. Alors bien sûr, toutes les formes de commerce dans les sociétés anciennes ne relèvent pas de ce mécanisme, mais un bon nombre d'entre elles, oui. On va y venir. Et idem pour le prêt à intérêt. Alors, ceci évidemment, cette définition du capital est évidemment très différente de l'idée du capital comme rapport social, et plus encore du capitalisme comme mode de production. Mode de production, notion, à mon sens, à entendre dans le sens le plus large possible, pas seulement comme système productif, ni même seulement en tant qu'il désignerait des rapports sociaux noués en lien avec la production, notamment le salariat dans le capitalisme, mais aussi plus largement un type de société qui assure la reproduction de ces rapports, de ce rapport de production, et plus largement encore qui assure la reproduction sociale d'un univers dans lequel, dans le cas du capitalisme, les logiques constitutives du capitalisme peuvent se déployer. Et voilà, bon. Donc encore une fois, comment penser ces activités du capital dans une logique, en maintenant l'idée d'une logique discontinuiste. Alors, c'est des choix sémantiques qui jouent en ma défaveur, parce que évidemment, bon, si on dit activité du capital, voilà, on a tendance à dire, bon, alors c'est déjà le capitalisme. Et que oui, il existe donc cette idée du capital en tant qu'argent investi en vue de devenir davantage d'argent. Encore une fois, j'insiste sur le caractère non capitaliste de ces activités du capital, parce qu'il faut distinguer
il faut établir une distinction de nature essentielle entre le capital dans son sens élémentaire, que je viens de rappeler, et le capital comme rapport social et le capitalisme comme mode de production. Ce sont deux réalités historiques radicalement différentes qui ne sont pas assimilables l'une à l'autre, et il n'y a pas de continuité historique nécessaire entre l'une et l'autre. Donc le deuxième, le capital comme rapport social, le capitalisme comme mode de production, n'est pas le déploiement nécessaire du premier. Donc il y a un changement de nature fondamental entre l'un et l'autre. Alors, en quoi ils se différencient? En quoi le point à essayer de faire valoir, c'est de répondre à cette question: en quoi les activités du capital dans les sociétés non capitalistes peuvent être dites non capitalistes? Alors, on peut faire des développements sur le... C'est plus développé dans le livre, je vais résumer. On peut faire des développements, des analyses sur le commerce, sur la nature du commerce, qui n'est pas un invariant historique. J'aime bien la formule de Romain Bertrand dans son livre sur une histoire à part égale, donc qui met en regard, qui parle de l'arrivée des Européens à Java et qui met en regard les marchands européens, hollandais notamment, et javanais. Et il parle du faux universel du commerce. Il montre qu'à Java, pour les marchands de Java au XVIIe siècle, le commerce est encastré dans des relations sociales, notamment c'est principalement une activité diplomatique. On cède les produits aux Chinois plus qu'aux autres, etc. Enfin bon, c'est tout un jeu de relations sociales, diplomatiques ou autres. Donc il y a un gain, un profit si on veut, mais celui-ci est pris dans un tissu de relations sociales qui implique le respect d'un certain nombre de règles, de codes d'honneur, etc. Et qui fait qu'on ne va pas chercher systématiquement la maximisation des profits. C'est le cas pour les marchands indiens qui sont aussi très importants dans l'espace de l'océan Indien, les marchands chinois, etc. En Europe même, la pratique marchande, les activités marchandes connaissent une forme de réévaluation au cours du XIIe-XIIIe siècle, y compris dans la théologie, qui finit par admettre l'utilité du commerce, notamment chez Thomas d'Aquin. Il y a toutes les questions sur la légitimation partielle du prêt à intérêt qui le distingue de l'usure, etc. Mais malgré toutes ces évolutions qui sont importantes, le statut des marchands reste malgré tout dévalué, il reste soumis aux ordres dominants dans le système féodal qui est le clergé et l'aristocratie, bien sûr. Donc les marchands sont toujours suspects malgré une part de réévaluation de leur activité. Bon, on pourrait remonter plus loin sur les différentes formes de commerce dans les sociétés anciennes, etc. Mais je vais passer pour arriver au point des questions du statut du marché, etc., à la question centrale, donc, finalement, dans ma proposition, de définir, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais qui découle de ce que je viens de dire tout à l'heure, donc la possibilité de définir des activités du capital non capitaliste, donc, au fond, la possibilité d'un capital non capitaliste. Et donc là, je prends l'exemple des marchands italiens. Donc les marchands italiens, depuis le XIIe siècle, pratiquent le commerce au loin, vers l'Orient de la Méditerranée, voire au-delà. Et ça se fait en général dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat de commenda, qui est passé devant notaire. Il en existe des milliers. Un contrat donc entre un marchand et celui qui lui prête l'argent nécessaire à son expédition, qui est le commendator. Et celui-là, le prêteur, donc, fournit l'argent et en vertu de quoi il a droit aux 3/4 des bénéfices, celui qui aura réalisé l'expédition commerciale, qui sera parti naviguer jusque dans la mer Noire, par exemple, ou
jusqu'à l'autre bout de la Méditerranée, ne gardera qu'un quart des bénéfices de son opération. Et la somme engagée, la somme donc prêtée par le commendatore, s'appelle capitale. C'est le terme italien, c'est un substantif en italien qui dérive du latin, et donc qui désigne donc exactement ce que je viens d'appeler capital au sens élémentaire du terme, c'est-à-dire une somme d'argent qui est investie pour donner lieu, pour se transformer en une somme d'argent augmentée. Alors, c'est pas parce que le document le dit et l'appelle en plus comme ça que, en soi, ça prouve que la chose existe. Hein, il faut se méfier de la projection sur les documents et d'un regard contemporain, et évidemment de l'usage des termes qui peuvent être utilisés et qui pourraient avoir des sens complètement différents. Mais en l'occurrence, il me semble que le capitale dans un contrat de cet ordre correspond manifestement à ce que j'ai précédemment défini comme capital au sens élémentaire du terme. Et manifestement, le commendatore, il fournit cette somme en vue d'obtenir un bénéfice, une somme d'argent augmentée. Et même si, certainement, il faut prendre en compte tout un ensemble un cadre social dans lequel cette opération va s'accomplir, que peut-être tout ça se déroule dans le cadre de la circulation générale de la caritas que j'évoquais tout à l'heure, donc des grâces et de l'amour spirituel entre tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont pris dans ce cadre-là, effectivement, il ne faut pas l'oublier, mais je vois mal comment on pourrait interpréter cet acte, ce contrat, en faisant omission du fait qu'il y a une somme d'argent qui est engagée en vue de devenir une somme d'argent augmentée. Donc pour continuer sur cette analyse, la préciser un petit peu, donc la question c'est donc que fait-on de AMA', la formule générale du capital? Est-ce qu'elle s'applique dans ce cas-là, puisqu'on a une somme d'argent qui est investie et sous la forme d'un prêt en réalité, et qui au bout du compte va se transformer en A', une somme d'argent augmentée. Quand Marx parle de formule générale, c'est parce que pour lui elle s'applique à la fois au capital marchand, au capital porteur d'intérêt et au capital industriel. Et là, il y a un petit problème, il y a un risque de confusion dans la mesure où ça revient à rapprocher ces différentes espèces du capital. Donc là, il me semble qu'il y a deux options. La première, c'est de considérer que la formule générale du capital ne s'applique vraiment que dans le capitalisme pleinement constitué, lorsqu'elle se réalise dans la production, lorsqu'on a des marchandises qui sont produites en tant que marchandises, des vraies marchandises. Et donc dans cette logique-là, cette formule ne s'applique que dans le capitalisme pleinement constitué, et donc le commerce antécapitaliste, le commerce dans les sociétés non capitalistes, ne devrait pas relever de cette formule générale et ne doit pas non plus être qualifié de forme antédiluvienne du capital comme Marx le fait dans le Capital. Et il me semble que c'est dans cette logique-là que Robert Kurz s'inscrit, ce qui conduit donc à chercher à éloigner le plus possible les pratiques commerciales et monétaires dans les sociétés non capitalistes de la formule générale, en les renvoyant principalement à leur dimension sacrale. L'autre option, qui est celle que je choisis, consiste à faire éclater l'unité de la formule générale du capital en accentuant en fait la différence posée par Marx entre les formes antédiluviennes du capital et le capital sous sa forme fondamentale. Car en réalité, ces trois formes du capital, qu'il semble inclure dans la formule gén'érale, elles ont en réalité très peu en commun, ou peut-être même presque rien en commun, à part le point de départ et le point d'arrivée, A et A'.
Dans le cas du capital porteur d'intérêt, ben, c'est A', bon, ça c'est simple. Dans le cas du capital commercial dans les sociétés non capitalistes, en fait, il faut souligner qu'il y a deux opérations largement dissociées. Il y a le fait qu'un marchand va acheter des marchandises, des épices, etc., très loin, donc AM, et puis ensuite il voyage encore des milliers de kilomètres, et puis il revient à Gênes ou à Venise ou ailleurs, et donc il vend ses produits à un autre prix, et donc c'est M à prime. Et donc c'est deux opérations dissociées, et s'il y a bénéfice, c'est parce qu'effectivement il y a achat dans un lieu et vente dans un autre lieu qui sont déconnectés, qui ne constituent pas un marché unifié. Et évidemment, dans le cas du capital industriel, il y a l'argent qui sert à acheter une marchandise bien spécifique qui est la force de travail. Cette force de travail va produire des marchandises qui vont elles-mêmes être vendues. Donc le M central dans le cas du capitalisme industriel, en fait, il doit être dissocié entre une première marchandise qui est la force de travail qui va produire dans le lieu où elle est mise au travail une valeur qui va être ensuite réalisée par la vente et avec la production d'un bénéfice. Voilà. Et donc, et donc là, le schéma implique un rapport social de production, la marchandisation de la force de travail, comme source de production de la valeur, qui est en fait contenu dans le M de AMA' dans ce cas-là, sans que cette particularité en fait soit mise en valeur par le schéma, qui en l'occurrence est complètement différent de celui qui intervient dans le cas d'une simple activité commerciale. Et donc là, effectivement, ce schéma inclut le capital en tant que rapport social de production, ce qui n'était pas le cas dans le schéma antérieur. Donc, pour conclure sur ce point, donc dans les sociétés non capitalistes, le capital n'existe pas comme rapport social de production, mais seulement comme argent investi en vue de se transformer en une somme d'argent augmentée. Et cette existence, ce sens élémentaire du capital n'a strictement rien à voir avec le capital comme rapport social. Et donc ils ont tellement rien à voir qu'il me semble possible de parler d'activité du capital, d'activités non capitalistes du capital, des activités du capital qui ne sont pas capitalistes, et donc d'une forme du capital qui n'a rien de capitaliste au sens donc d'un rapport social de production et d'un mode de production. Et c'est pour ça que l'expression de forme antédiluvienne du capital me semble pouvoir être utilisée d'une manière pertinente par rapport à ce que Marx appelle par ailleurs les formes développées les formes pleinement développées du capital. Antédiluvienne, donc, pas seulement au sens où ça serait avant, ou antédiluvienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est très loin dans le temps, c'était très très loin dans le temps, mais si on renforce le sens de ce terme, c'est-à-dire antédiluvienne, c'est avant le déluge, donc en fait dans un autre âge de l'histoire, dans une autre période historique, de nature complètement différente, et donc dans cet autre âge de l'histoire, eh bien, ce qu'on peut appeler capital se trouvait être d'une nature absolument différente, ce qui me semble être une manière de permettre de poser cette analyse des activités commerciales, parce qu'il me semble qu'il faut rendre compte de manière cohérente des activités commerciales dans les sociétés non capitalistes, sans dériver vers une lecture continuiste. Voilà, donc j'en arrive à mon troisième point. Ça fait déjà un peu longuet, vous en avez assez, vous avez envie de vous dégourdir les jambes, vous avez envie de ah bon. Il ne faut pas que ça retombe, alors là du coup ne dites pas ça, parce que ça c'est non, c'était peut-être le mieux. Maintenant je pense qu'on va décliner. Est-ce qu'on peut pousser la métaphore du capitalisme comme déluge pour dire qu'il va engloutir toute forme de vie? Oui, on va vers ça, oui, c'est sûr.
quelques considérations quand même dans cette troisième partie sur les mécanismes de la transition. Encore une fois, pas un modèle historique de la transition. Quelques points, quelques réflexions. Alors, je reviens un peu sur ce qui était un peu au cœur de la présentation il y a X années. C'était pas antédiluvien, mais presque. Donc ce que j'appelle les facteurs la distinction entre des facteurs endogènes ou des facteurs exogènes dans la transition. Donc des facteurs exogènes, ce sont des facteurs externes au système féodal. Donc il faudrait qu'il y ait des forces qui viennent de l'extérieur pour mettre à bas le système féodal ou féodo-ecclésial, comme je vais dire. Et bon, dans un certain nombre de conceptions, et là, très souvent, c'est le commerce, principalement, le commerce au loin, qui est considéré comme étranger au féodalisme et éventuellement corrosif par rapport aux structures féodales. Par opposition à des facteurs endogènes, c'est-à-dire des facteurs qui seraient inscrits dans la dynamique même ou dans les contradictions du système féodal. Et donc des historiens comme Rodney Hilton, Robert Brenner, que je citais à l'instant, ont insisté sur ces facteurs endogènes, mais chez eux c'est principalement donc les contradictions de classe, les contradictions de classe entre seigneurs et paysans, qui vont aboutir dans la crise du XIVe siècle par exemple, pour certains, à défaire le régime seigneurial, ou qui vont aboutir chez Brenner à l'idée de la formation du capitalisme agraire anglais, qui pour lui est la grande singularité de l'évolution anglaise, qui explique, qui se connecte ensuite avec le fait que, effectivement, l'industrialisation et le capitalisme industriel se met en place en premier lieu en Grande-Bretagne. Il y a un deuxième clivage dont je n'avais pas du tout parlé à cette occasion, mais qui s'est un peu invité dans la discussion postérieurement, enfin, qui commençait à émerger à ce moment-là, mais qui a pris de plus en plus d'importance, à la faveur notamment des discussions sur les questions postcoloniales. Et donc là, c'est l'opposition entre des facteurs internes et externes, donc internes à l'Europe, ou externes, en ce sens qu'ils font intervenir d'autres continents, d'autres régions du monde. Alors évidemment, vous doutez bien que dans une perspective postcoloniale, les premières approches internes vont être dénoncées comme eurocentriques, et pour échapper à l'eurocentrisme, il faut faire valoir le rôle d'autres régions du monde, et d'ailleurs pas seulement en tant qu'elles sont victimes de la domination coloniale imposée par les puissances européennes, mais de manière positive, en tant qu'elles joueraient un rôle positif dans l'évolution vers le capitalisme. Et de fil en aiguille, en fait, pour éviter le reproche d'eurocentrisme, on en arrive, chez un nombre important d'auteurs, à développer deux idées. D'une part, l'idée que le capitalisme aurait pu naître à peu près n'importe où. Bon, il est né en Europe, mais au fond, il y avait, d'autant plus qu'il y avait déjà des développements d'activités commerciales importantes, etc. Il aurait pu tout aussi bien naître en Chine ou en Inde, par exemple. Donc c'est presque par hasard, en fait, qu'il est né en Angleterre et en Europe. Et puis on en aboutit à l'idée, notamment chez l'anthropologue Jack Goody, que au fond il n'y a strictement rien de particulier dans l'histoire européenne, ou l'histoire occidentale de manière plus générale. Voilà. Alors bon, et évidemment, et tous ceux qui vont, encore une fois, comme je disais, tous ceux qui ont centré leur analyse sur le fait que le capitalisme naît en Europe vont être taxés d'eurocentriques et donc violemment combattus. C'est même le cas de Immanuel Wallerstein, qui centre son analyse sur la mise en place d'un système monde, en l'occurrence un système monde atlantique ou euro-américain,
mais qui situe quand même la dynamique d'émergence du capitalisme et le centre de ce système monde en Europe, eh bien, il est taxé d'eurocentrisme par ces analyses postcoloniales. Et donc c'est des thèses qui doivent être pour cette raison rejetées. Alors, bon, il me semble que ce sont des perspectives qui sont, quand elles ont ces types d'argumentation, largement problématiques, puisqu'on en arrive à dénier, au fond, l'importance d'un phénomène, de ce qui me semble être un phénomène majeur dans l'histoire humaine, à savoir l'imposition de l'hégémonie euro-occidentale à l'ensemble de la planète, à des périodes différentes, avec quelques exceptions, mais finalement la constitution d'un monde eurocentré, c'est-à-dire un monde dominé par les puissances européennes de manière complète à partir du 19e siècle, est un phénomène à la fois majeur et complètement inédit. Phénomène majeur, inédit, qui commence à être remis en cause précisément aujourd'hui sous nos yeux. C'est quand même quelque chose qui peut nous interpeller ou nous intéresser tout particulièrement. Et donc face à ça, il me semble qu'il faut développer l'idée que il faut reconnaître effectivement que cette mise en place de ce monde eurocentré, qui est quand même articulé évidemment à la formation du capitalisme dans un lieu spécifique qui est l'Angleterre, puis de manière plus générale l'Europe occidentale, l'Europe puis le monde occidental avec les États-Unis bien sûr, un peu plus tard. On ne peut pas nier ce fait, et il faut donc essayer d'affirmer et de faire valoir que le fait de dire que le capitalisme s'est formé initialement uniquement en Europe, et que peut-être il y avait des raisons bien particulières pour que ce soit le cas, et donc rechercher les causes historiques de cette singularité, n'implique pas de faire une histoire eurocentrique, n'implique pas le péché majeur d'eurocentrisme. Et au contraire, faire l'histoire, la constitution d'un monde eurocentré me semble au contraire la condition indispensable pour mener la critique de l'occidentalisation du monde et de la constitution d'un monde, de ce monde occidentaux-centré et de l'eurocentrisme qui en a évidemment aussi découlé.